La communauté chrétienne de l'Église catholique romaine est dans la joie. Des messes ont été dites aux quatre coins du monde pour honorer la mémoire et l'œuvre de la Vierge Marie. Selon cette confession religieuse, Marie n'a pas connu la souillure du tombeau et elle est montée au ciel. La prévention des conflits et la paix pour le développement, tel est le thème qui rassemble depuis ce 15 août à Douala les leaders religieux chrétiens et musulmans du Cameroun. La rencontre fait suite aux recommandations retenues par les Camerounais lors de la conférence régionale tenue à Maroua tout au début de l'année en cours. Et puis éducation et formation à l'horizon 2020. Le gouvernement entend opérationnaliser ses ambitions. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Ngannou Messi, a présidé ce 14 août 2013 la cérémonie de signature de la lettre d'endossement et du cadre partenarial de la stratégie du secteur de l'éducation et de la formation 2013-2020. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur CAM News 24. Nous commençons donc en religion. La communauté chrétienne de l'Église catholique romaine est dans la joie, nous le disions en début de ce journal. Des messes ont été dites aux quatre coins du monde pour honorer la mémoire et l'œuvre de la Vierge Marie. Selon cette confession religieuse, Marie n'a pas connu la souillure du tombeau et elle est montée au ciel. C'est cela le dogme de l'Assomption. À Douala, la fête a également été le lieu, comme partout ailleurs, pour célébrer Marie, la mère de Jésus. José Ngongon, Serge Tetka. Le jeudi 15 août a été déclaré journée fériée à travers le triangle national en raison de la fête dans l'église catholique romaine. Cette congrégation religieuse célèbre la montée au ciel de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Dans les prêches, les principaux prédicants se sont attardés sur l'œuvre de Marie de Magdala. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala a vu tous ses paroissiens à cette occasion, pleine de symboles religieux. Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, a demandé à ses ouailles de prendre Marie en exemple. Humilité, simplicité et piété ayant caractérisé cette jeune fille qui a bénéficié des grâces divines. Elle a été choisie par Dieu, le Père créateur, pour porter le Christ sauveur de l'humanité. Fait suffisamment illustratif, s'il en était encore besoin, de la forte croyance que Marie serait montée au ciel. Ce dogme religieux introduit au IVe siècle a été érigé en loi par un souverain pontife. Depuis lors, les chrétiens catholiques célèbrent avec foi, piété et vénération l'Assomption. Partout à travers la planète, les fidèles catholiques ont été dans les chapelles pour écouter religieusement les homélies des circonstances, chacun ayant à l'esprit de copier et d'emprunter le chemin de Marie, la bienheureuse mère du Christ Jésus. Autre lieu, même événement, la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé a fait salle comble à l'occasion de la fête de l'Assomption. La messe a été dite par Monseigneur Jean Barga, le tout nouveau berger principal de l'archidiocèse de la métropole. L'occasion a ainsi été offerte aux paroissiens de venir écouter l'homélie dite en l'honneur de la Vierge Marie qui est célébrée ce jour. Louanges, prières, bénédictions et dons divers ont ponctué cet office religieux particulier pour l'Église catholique romaine. Monseigneur Jean Barga ne manquera pas de demander à ses ouailles d'imiter le bon exemple véhiculé par l'attitude admirable et irréprochable de la bienheureuse mère de Jésus-Christ dont on célèbre aujourd'hui la mémoire. Et à la fin de la messe, Monseigneur Jean Barga s'est confié à notre micro. Je vous propose de l'écouter. Si vous voulez aimer l'Église, il faut aimer le Christ. Et si vous aimez le Christ, vous aimez son Église. Cela veut dire qu'à cette heure, nous voulons renouer avec une grande confiance en l'Église qui est une sainte catholique et apostolique. J'appelle donc tout le monde à redonner à l'Église son respect sacré, car l'Église est sacrée. L'Église est une œuvre de Dieu et aucun homme ne pourrait en parler d'une manière désinvolte. J'insiste donc sur le respect et la sacralité de l'Église qui est fondée sur l'amour qu'on a du Christ, qui est le Dieu sauveur de l'humanité. Donc tout cela va ensemble. On ne peut pas mal parler du Christ comme on ne peut pas mal parler de son Église. Donc je vous invite à tous ceux qui ont l'expression facile à redorer le blason de l'Église qui est à Yaoundé, car l'œuvre de Dieu est intéressante. L'Assomption, c'est la victoire d'une femme fidèle au Christ, fidèle à Dieu, et qui a su être à la hauteur des responsabilités historiques que Dieu a voulu lui confier. Elle est restée fidèle, elle a accepté le combat spirituel, car
l'Ascension nous révèle que ce fut un rude combat avec les forces des ténèbres. Et nous sommes donc heureux de fêter son triomphe et qui veut dire son entrée dans la gloire éternelle avec son âme et son corps qui est une spécificité à la Vierge Marie. Vous comprenez que Marie est proche de nous parce qu'au ciel, elle a notre corps, elle a aussi notre modèle d'âme. La prévention des conflits et la paix pour le développement, c'est le thème fédérateur de la conférence nationale des leaders religieux chrétiens et musulmans du Cameroun qui s'est ouverte à Douala ce 15 août 2013. La rencontre à laquelle prend part une trentaine de participants venus de plusieurs pays d'Afrique fait suite aux recommandations retenues par les Camerounais lors de la conférence régionale tenue à Maroua du 6 au 10 janvier 2013. Éric Ticheux, José Ngongon. La prévention des conflits et la paix pour le développement font partie des objectifs recherchés en permanence par toutes les nations et communautés de foi, d'où l'importance de la promotion des relations islamo-chrétiennes en Afrique en général et au Cameroun en particulier, car aucun développement durable ne peut se faire sans paix entre les peuples ni entre les communautés de foi. Nous sommes engagés à communiquer ensemble dans ce genre de séminaire pour attirer l'attention des adeptes que Dieu qui nous a créés nous aime et que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. C'est la raison qui nous a poussé à s'engager ensemble dans ce projet pour attirer l'attention de nos adeptes de vivre dans la paix et de vivre dans la cohabitation pacifique. Selon le président du CEPCA, le principal défi des chrétiens et musulmans du Cameroun est de s'accepter dans leurs différences religieuses et coopérer pour œuvrer à la paix et au développement de leur pays et de leur continent. Nous avons vu l'importance de nous retrouver ensemble pour ainsi communiquer entre nous en ce qui nous concerne en tant que leaders pour aider nos adeptes à percevoir, à comprendre ce qu'est l'enseignement de la Bible concernant l'humanité, la société et comment vivre en paix dans l'ensemble et comment promouvoir la paix et le développement dans notre pays et en Afrique. Il est donc question au cours de ces travaux de Douala de donner l'occasion à chaque participant d'apprendre des autres et surtout enrichir son expérience dans le domaine des relations entre les deux grandes religions pratiquées dans le monde, en Afrique et au Cameroun, à savoir le christianisme et l'islam. Parlons de toute autre chose, éducation et formation à l'horizon 2020. Le gouvernement entend opérationnaliser ses ambitions. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Emmanuel Ngamdjoumessi, a présidé ce 14 août la cérémonie de signature de la lettre d'endossement et du cadre partenarial de la stratégie du secteur de l'éducation et de la formation 2013-2020. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires au développement. Compte rendu de la cérémonie, Salmon Foué, Marcel Vodaba et le récit de Éric Ticheux. Initié conformément aux prescriptions du document de stratégie pour la croissance et l'emploi adopté en 2009, la nouvelle stratégie de l'éducation est bâtie suivant les orientations politiques de développement du système éducatif camerounais en liaison avec les ambitions socio-économiques du gouvernement qui entend mettre un accent sur la formation du capital humain pendant la période 2013-2020. Concrètement, il sera question de développer l'enseignement préscolaire communautaire en milieu rural, stimuler la demande de scolarisation des enfants issus des couches vulnérables, accroître l'offre de formation dans les filières scientifiques et technologies en adéquate avec les besoins économiques du Cameroun. Il s'agira aussi de doter les écoles primaires publiques en manuels scolaires essentiels et en matériel didactique avec une priorité pour les zones défavorisées, d'élaborer et de mettre en place des plans de formation continue pour les enseignants et mutualiser les ressources éducatives. Concernant le volet relatif à la gouvernance, le gouvernement compte renforcer la décentralisation par une plus grande implication des collectivités territoriales décentralisées dans la gestion des établissements scolaires et des structures de formation. Il est en outre envisagé la suppression des maîtres de parents d'élèves par la contractualisation de ceux recensés dans des écoles et la promotion de la polyvalence des enseignants du secondaire. Le coût global de cette stratégie pour la période triennale 2013-2014 est estimée à 856 milliards de francs CFA.
Résultat rapide, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation fait le point. Le projet lancé le 8 mai dernier avec pour but de réduire de 50% les dysfonctionnements dans le processus de gestion des recettes de la vente des produits de la recherche a permis à quelques heures du bilan de réaliser 5 fois plus de résultats qu'en 12 mois d'exercice avec cette initiative. Marcel Fondaba, Sadou Amoudou, Bintou Akoum. La première décade horaire est à sa moitié au moment où le docteur Madeleine Twenty, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, par ailleurs leader politique des initiatives à résultats rapides, les IRR, entre dans la salle de conférence du Centre national de l'éducation, le CNE. La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, entourée pour la circonstance du leader stratégique, par ailleurs inspectrice générale, et de la secrétaire générale de son département ministériel, constitue le panel féminin qui lance la liturgie évaluative des IRR. Devant une assistance studieuse, mais surtout déterminée à voir le point de cette première initiative, les différents acteurs passent en revue les challenges et autres acquis de ce projet. Ainsi, les établissements témoins, à savoir l'IRAD, l'IMPM, l'INC, puis la MIPROMALO, s'accordent sur l'impact des IRR sur le cours de leurs activités respectives, soit une nette hausse de productivité de près de 30%. Une hausse qui s'inscrit dans la visée du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, leader politique des IRR, dans le but de réduire de 50% les dysfonctionnements dans le processus de gestion des recettes de la vente des produits de recherche, mais surtout l'éradication de la privatisation des résultats de recherche. À cet atome, il faut greffer la franche collaboration entre le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et les 4 établissements pilotes subventionnés. Toutefois, leader politique stratégique et partenaire, la politique des initiatives à résultats rapides, les IRR, doivent tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité du livre-journal au niveau des caisses et garantir l'implémentation d'une procédure standard de gestion des revenus des produits recherchés. Parlons à présent du droit des affaires avec le lancement de la communication sur la commémoration du 20e anniversaire de l'OADA. Une conférence de presse a été donnée ce 14 août 2013 à cet effet au secrétariat permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'était sous la présidence du patron des lieux, le professeur Dorothée Kossi-Sosa, en présence d'Alexandre Magloire-Souane, conseiller technique dans les services du Premier ministère, et de la présidente du comité d'organisation, Justine Difo-Tchoukam. Selmon Foué, Marcel Vodaba et Serge Tetka pour les précisions. La grande annonce faite est que l'OADA va fêter ses 20 ans du 20 au 22 octobre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Cette semaine de célébration sera ponctuée de 2 événements majeurs. D'abord, le forum économique placé sous le thème « L'OADA au service de l'économie et de l'entreprise » et le colloque international qui aura pour fil d'Ariane les finalités et sources de l'OADA. C'était l'occasion pour le secrétaire permanent de faire une présentation institutionnelle du 20e anniversaire de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est une manifestation qui s'adresse au milieu d'affaires parce qu'on a voulu que les entreprises soient réellement présentes. C'est la fête des entreprises. Encore une fois, on n'a pas fait le droit au OADA comme ça, pour la théorie. Tout le monde ne connaît pas toutes les lois, même les lois qui s'appliquent à nous au quotidien. Alors, s'agissant de l'OADA, nos chefs d'État ont quand même prévu qu'il faut tout faire pour la diffusion de ce droit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le droit au OADA s'occupe non seulement de ce qu'on appelle le droit des affaires en général, mais également de la comptabilité des entreprises. Alors beaucoup d'efforts se font et il y a également des sessions de formation et nous notons ce besoin à la veille des 20 ans, ce besoin de poursuivre les efforts dans ce sens. Par la suite, le représentant du Premier ministre s'est félicité de l'instauration du Cameroon Business Forum, qui est une plateforme de dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Alexandre Magloire-Souane relève que malgré la méconnaissance des réformes prises par le pouvoir public, il y a un véritable chantier dans l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. Municipales et législatives du 30 septembre prochain, la Commission nationale anticorruption sensibilise sur la corruption aux élections. Une conférence sur le thème « Comment débarrasser le processus électoral de la corruption » s'est tenue à cet effet dans la salle des actes de la communauté urbaine de Bafoussam. C'était en présence de tous les acteurs du processus électoral de la région de l'Ouest. Compte rendu de la rencontre, Médard Gosso et Pierre Guingueux.
La mission première de la Commission nationale anticorruption, la CONAC, est de constater les cas de corruption et de les dévoiler. Mais elle peut aussi sensibiliser les masses sur ce fléau qui affecte tous les secteurs d'activité. La rencontre entre les membres de la CONAC et les acteurs du processus électoral de la région de l'Ouest, placée sous le thème « Comment débarrasser le processus électoral de la corruption », s'inscrit en droite ligne des stratégies de la lutte contre la corruption en cette veille d'échéance électorale. De l'exposé du professeur Claude Abim, la pauvreté matérielle et morale, le manque d'éducation politique sont les principales causes de ce mal. En matière électorale, elles se manifestent par exemple par des promesses préélectorales, l'achat des bulletins de vote, des candidats adverses lors du scrutin, des actions et réalisations menées à la veille des échéances et bien d'autres. Au chapitre des conséquences que peut entraîner le phénomène, l'atteinte à la liberté du processus électoral, l'arrivée au pouvoir des dirigeants non méritants, avec pour conséquence une gestion opaque des affaires de la cité. Il s'agit alors de mettre un point d'honneur sur la mise en route de l'éthique, accentuer la lutte contre la pauvreté, peaufiner une stratégie pour l'éducation électorale. Un ensemble qui permettra de creuser la racine du mal, qui pourrait aussi faire jaillir la stabilité du processus électoral au Cameroun. Et toujours parlant de ces législatives et municipales 2013, plus précisément du contentieux préélectoral, le Conseil constitutionnel vient de vider son délibéré. La Cour suprême, agissant comme Conseil constitutionnel, a bouclé ce mercredi 14 août 2013 l'examen des 74 recours dont était saisie l'auguste juridiction. Ceci dans le cadre du contentieux préélectoral relatif aux élections législatives du 30 septembre prochain. Le compte rendu d'audience de Salomon Fouet et des images de Martial Vanderban et le récit de Serge Tetka. Le Conseil constitutionnel a autorisé la réhabilitation des listes de la NDP et du BRIC en compétition respectivement dans le Mayo Tchanaga Est et le Mayo Tchanaga Nord. Il a en revanche déclaré inéligible le candidat Worlina Kampete de la liste RDPC en course dans le Mayo Danaï Est et a ordonné son remplacement. De tous les dossiers mis en délibéré, seul le MRC est autorisé à remettre sa liste en compétition dans la circonscription électorale de la Lekié Est. De nombreux recours ont été rejetés au motif qu'ils n'auront pas respecté l'aspect genre, les composantes sociologiques ou l'incomplétude des pièces éligibles. Le RDPC a été débouté dans la Menoie où le parti au pouvoir sollicitait le rejet de la liste du PADEC de Maître Jean de Dieu Momo et celle du SDF de Nidjon Frundi. Le plat de résistance de cette deuxième journée marathon consacrée à l'examen des recours aura été la décision à l'unanimité des membres du Conseil de remettre en course les déclarations de candidature du mouvement républicain du Cameroun, le MRC de Maurice Kamto. La haute juridiction qui a procédé à la jonction des recours a ordonné à Elikam de recevoir les dossiers de candidature du MRC. L'énoncé de cette décision enjoint également le Conseil électoral de procéder à l'examen des dites candidatures pour le compte des circonscriptions électorales du Mfundi, de Vouri-Est, des Hauts-Plateaux et des Bamboutos, ceci sans délai. Cap dans le nord du pays pour parler de cette chasse au sucre issue de la contrebande. Une équipe de la Brigade nationale de contrôle et de répression de la fraude séjourne depuis hier à Garoua à l'effet de traquer les produits issus de la contrebande. Conduite par M. Abessolo Martin Charles, l'équipe écume les marchés de la cité capitale du Nord à la recherche du sucre issu donc de la contrebande. Le ministère du Commerce, à travers cette opération coup de poing, entend protéger les consommateurs contre les méfaits des produits d'origine douteuse, dont principalement le sucre qui inonde actuellement des étals et des marchés de la région. Au terme de la journée de l'opération, hier mercredi, opération menée dans 2 marchés de la ville, la moisson a donné 1050 sacs de sucre saisis, 9 magasins scellés au marché central et au petit marché de Yellois. L'opération qui se poursuit s'étalera sur plusieurs jours et permettra de décourager les contrebandiers dont les actes contribuent à mettre à mal le tissu économique du Cameroun. Et alors de cette descente sur le terrain, Martin Charles Abessolo s'est confié à notre micro. Voici son intervention. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une série de prescriptions qu'a faites le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, afin d'assainir le marché des différentes... le marché des produits de grande consommation sur les marchés du Cameroun. Pour le cas d'espèce, nous sommes là parce que le marché du sucre, qui au demeurant
est plus ou moins calme ces derniers temps. Les importateurs de bonne foi, les producteurs locaux, sont victimes d'une concurrence que nous sommes tentés d'appeler déloyale. Donc nous sommes là pour nous assurer que tout le sucre qui se trouve sur le marché est d'importation régulière. En d'autres termes, nous avons mis des équipes sur le marché pour contrôler la régularité des importations du sucre qui se trouve sur le marché et éventuellement de la production, en tout cas de tous les marchés qui sont tous les sucres qui sont sur les marchés au niveau de nos villes du Septentrion. Hors de nos frontières, élection présidentielle malienne, IBK largement plébiscité. C'est devant un important parterre de personnalités composé des observateurs nationaux et internationaux, des membres du corps diplomatique et de tous les acteurs du processus électoral qu'ont été proclamés ce 15 août les résultats définitifs du deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali. Et c'est le général Moussa Senko Coulibaly, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, qui a publié les chiffres de ce plébiscite. 77,61% pour IBK et 22,39% pour Soumaïla Cissé. Le compte rendu de cette journée, très couru au Mali, c'est avec Constant Collet et Gustave Canada, nos envoyés spéciaux dans le pays. Et voilà, la population malienne est donc définitivement fixée, ne serait-ce que de façon provisoire, sur les chiffres même qui ont émaillé le second tour de l'élection présidentielle ici à Bamako. En fait, ici devant le gouvernorat où nous nous situons, actuellement venait de se dérouler la proclamation de ces résultats par le général Senko Coulibaly, qui est donc le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Des chiffres lus devant les membres du corps diplomatique et bien d'autres organisations internationales, il ressort que le second tour de l'élection présidentielle au Mali avait enregistré le nombre d'inscrits qui est de 6 829 696 personnes. Et votant, on a noté 3 126 521 électeurs. Et puis les bulletins nuls, c'est 92 920 suffrages valablement exprimés. 3 33 661 suffrages valablement exprimés, donc pour un taux de participation de 45,78%. Il ressort donc de tout ceci, au pourcentage tout compte fait, que les deux candidats, à savoir Ibrahim Boubacar Keïta du Rassemblement pour le Mali, et qui glande donc un pourcentage intéressant de 77,61% contre 22,39% pour son rival Soumaïla Cissé de l'URD, lequel a d'ailleurs eu à le féliciter il y a quelques jours en allant lui présenter toutes ses félicitations, a d'ailleurs eu à le féliciter et surtout lui souhaiter la bonne chance sur le chemin de la Cour suprême. Il faut dire que le mandat présidentiel ici court va donc aller de 2016 à 2018. Ce sera en tout cas la nouvelle page de l'histoire du Mali qui s'ouvre après 18 mois d'une période plutôt difficile, 18 mois de guerre civile à travers le pays. Et cela dit, nous serons tout simplement ravis de vous retrouver dans le cadre de nos prochaines éditions d'information sur Canal 24. Gustave Canada, Constant Collet, depuis le gouvernorat du district de Bamako au Mali. À présent, le reste de l'actualité hors de nos frontières, présenté par Bintou Akoum. Plus de 500 morts dans le pays. C'est le dernier bilan au lendemain de l'assaut contre les partisans de Mohamed Morsi au Caire. Une intervention sanglante condamnée fermement par la communauté internationale. Mais les pro-Morsi restent prêts à poursuivre le bras de fer. Ils appellent à nouveau à manifester malgré l'état d'urgence. Nouvelle série d'attentats à Bagdad. Des attaques qui ont fait au moins 23 morts et des dizaines de blessés. Après un mois de juillet qui a été le mois le plus meurtrier depuis 2008, ces poussées de violence font craindre à un retour à un conflit confessionnel ouvert entre sunnites et chiites. 2 mois après les inondations, les pèlerins de retour à Lourdes, environ 25 000 fidèles selon la direction du pèlerinage, ont rallié la cité mariale pour la traditionnelle fête de l'Assomption. Une cité qui a quasiment retrouvé son apparence après de lourds travaux de nettoyage, mais où les dégâts cachés restent encore considérables. Bradley Manning fait acte de contrition. Dernières heures de son procès, le soldat américain qui avait transmis 700 000 documents secrets à Wikileaks regrette que ces actes aient blessé les États-Unis.
Reconnu coupable de faits d'espionnage, le jeune homme encourt 90 ans de prison. Il pourrait disparaître d'ici 20 ans si rien n'est fait contre la pauvreté. Les lémuriens de Madagascar sont en danger car la forêt, leur seul habitat, est grignotée peu à peu. Culture, coupe de bois précieux, exploitation de ressources minières. En temps de crise, la forêt malgache attise les convoitises. Sans mesure d'urgence, elle aura disparu dans 20 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre juste après le point de presse du ministre de la Communication. Issa Kiroma Bakari revient sur la souveraineté du Cameroun dans la presqu'île de Bagassé. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Camus 24.